Didier Pleu, Annie Dupéret. Bonjour Annie. Bonjour, bonjour. Alors je sais que vous adorez les animaux, vous avez déjà écrit beaucoup sur les animaux. Enfin en tout cas je vous ai déjà reçu sur un livre qui était beau, d'ailleurs je ne sais plus exactement le titre, mais je me souviens. J'aime les animaux. Je commençais par un livre par une phrase, j'ai pour les animaux un amour raisonnable. Et à partir de ce moment-là, on n'a pas arrêté de me dire que j'étais folle des bêtes. C'est les autres. Raisonnable. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je les aime comme ils sont. Voilà. Et c'est vrai que j'ai écrit un livre sur les chats qui s'appelait Les chats de hasard. Je dis hardiment au début, c'est les chats ont des caractères très différents. Il y a des cons partout, y compris chez les chats. Alors ça s'appelle Complicité animale, oui. C'est aux éditions du Cherche-Midi et c'est donc 70 histoires vraies, hein, je précise, absolument. Que vous avez donc choisi avec Jean-Philippe Noël. Votre qui est un très complice. cher ami, voilà, et qui est lui le grand dis donc spécialiste quand même, qui écrit dans 30 millions d'amis, dans Science et Vie, je veux dire, lui il est vraiment très fort, et c'est comme c'est un grand ami, on parlait évidemment d'animaux, et puis je lui ai raconté une anecdote comme ça qui m'avait frappé sur une chose que j'avais vue sur Internet. Il m'a dit, mais il y a ça, mais regarde ça. Et puis, de discussion en discussion, on s'est dit, ce serait formidable de faire un livre. Alors, il y a des livres, effectivement, d'observation scientifique. Franz de Waal, par exemple, est un grand auteur primatologue qui a étudié les phénomènes d'empathie et d'amitié et de sauvetage d'animaux les uns avec les autres, et parfois de races différentes d'ailleurs. Et on s'est dit que ce serait formidable comme ça de réunir un certain nombre d'histoires qui posent question. Alors effectivement, il y a des choses qui sont observées scientifiquement, et puis il y a des choses qui sont observées comme ça dans la nature et qui posent des vraies questions sur les capacités des animaux. Sans être accusé d'anthropomorphisme, parce que évidemment on est bien obligé d'envoyer nos mots humains. Quand tout à coup, effectivement, moi c'est parti de cette discussion. Il y a eu sur Internet ce singe qui a ranimé un camarade qui était électrocuté. On parle de sauvetage. Bon, alors évidemment, on dit oui, c'est un mot humain. Ben bon, on ne sait pas que le mot que les singes emploieraient, mais de toute évidence, il a fait secouriste, quoi, complètement. Et il y a plein d'autres phénomènes comme ça. On s'est dit que c'était... il y a 10 ans, on nous aurait pris pour des doudingues. Mais maintenant, comme l'éthologie, c'est-à-dire l'étude du comportement animal, a vraiment progressé comme ça, et dans ce sens-là, quoi. Darwin a été très trahi, hein, parce que Darwin avait déjà quand même mis l'accent sur les émotions. Ben, je crois qu'il appelait ça les émotions animales. Il était trop précurseur à son époque. Oui, de toute façon. Et donc on en a gardé la loi du plus fort, la loi de la jungle, dont on s'est inspiré d'ailleurs économiquement. Je veux dire, tout à fait, il y a eu le darwinisme. Tout à coup, le darwinisme social. On a entendu des mots comme ça. La vie n'est qu'un immense champ de bataille où le plus fort va bouffer l'autre. Voilà, en gros. On n'a gardé que ça, alors que c'était beaucoup plus riche. En tout cas, c'est vraiment des histoires qui se lisent comme des histoires. Hein. Ce sont des histoires très différentes. Il y a beaucoup d'animaux. Hein. Il y a évidemment des chiens et des chats, mais il y a aussi des baleines, des tortues, des hippopotames. L'histoire de la tortue et de l'hippopotame, par exemple, elle est incroyable. Oui, c'est une tortue et un hippopotame qui se lient d'amitié, ça paraît incroyable, non, Didier Pleu? Oui, je pensais que la tortue aurait plutôt peur de... Non, mais là, c'est vraiment... Oui, c'est une histoire d'amitié. Ils se sont entraînés, ils sont restés ensemble, on ne pouvait pas les séparer. Mais ça arrive. Comme on parlait de chat, comme ce chat, effectivement, qui, je crois qu'il vit encore à un premier étage de soins palliatifs aux personnes en fin de vie. Et les soignants ont repéré qu'ils venaient se coucher sur les personnes qui allaient mourir. Alors celle-là, on la connaît, voilà. On la connaît alors, mieux, cette sans histoire. doute, ce chat, effectivement, c'est peut-être pas tous les chats qui sentent ça, mais que celui-là, vivant dans ce milieu, avait sans doute, on ne sait pas quoi, repéré un changement soit mental, soit quelque chose qui... et il allait accompagner. Et les soignants, d'ailleurs, s'en sont servis parce qu'ils appelaient la famille. Dès qu'ils voyaient le chat qui s'installait sur quelqu'un, ils disaient « Oula, on va appeler la famille parce que, effectivement, Oscar, ça s'appelle Oscar, sent quelque chose. »
C'est extraordinaire. Alors il y a des histoires évidemment. Alors il y a une histoire moi qui m'a à nouveau fait pleurer parce que j'ai vu le film. C'est l'histoire d'Achiko, hein, ce chien. Oui. Et le film est magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, je l'ai pas vu. Perret, mais enfin le film est magnifique, mais il est horrible. C'est un chien qui va se laisser mourir, enfin qui va tous les jours. Enfin son maître est mort. Voilà c'est ça. Son maître partait en train. À Tokyo, je crois. Tous les jours, oui. Et tous les jours, travailler. Et puis un jour, il n'est pas revenu parce que et le chien venait l'attendre à la gare tous les jours, puisqu'il revenait à la même heure. C'était un professeur, je crois. Et puis il a eu une crise cardiaque, le maître, il est mort. Et pendant 8 ans, je crois, le chien est venu tous les soirs à la gare, à la même heure, attendre son maître. Et on a fait une statue du chien. Oui. Et il y en a dans plusieurs gares là-bas, d'ailleurs, parce qu'il est devenu un symbole de fidélité comme ça. Mais il y a plus étonnant, il y a les rats, par exemple. Effectivement, alors ça, c'est une expérience un peu scientifique. Ils ont fait la même chose avec les singes. Mais on n'attend pas ça des rats, par exemple. On donne une double ration de nourriture qu'il aime beaucoup à un rat. Seulement, quand il appuie sur quelque chose pour avoir la nourriture, ça fait mal à un congénère à côté, qui prend une décharge électrique. Eh bien, quand il s'en aperçoit, il se prive de se nourrir pour épargner le compagnon. Ça pose question quand même. Oui, c'est-à-dire que ça prouve qu'ils n'ont peut-être pas le langage de la parole, mais qu'ils peuvent échanger des informations. En fait, c'est nous qui ne serions pas assez intelligents pour comprendre leurs intelligences, au pluriel. Oui, alors sans doute parce que on a déjà un petit peu trop tendance à fonctionner avec notre façon de voir les choses. Hein. On peut imaginer. En tout cas, il y a des tas d'histoires. Vous revenez sur les poules aussi. Oui, bien sûr. Vous aimez beaucoup les poules. J'aime bien. Je les ai élevées. Effectivement, j'ai écrit un livre un peu sur les poules, le poil et la plume, parce que j'en élevais, donc je commençais à les connaître un petit peu. Et puis j'étais assez révoltée par le fait que par exemple quand il y a eu la grippe aviaire il y a un bon nombre d'années de ça, j'avais lu que ils avaient jeté en Chine, ils avaient fait des brasiers géants dans lesquels ils avaient jeté des centaines de poules vivantes pour s'en débarrasser parce qu'il y avait la grippe aviaire. Et je me suis dit c'est quand même passé aux infos, je crois. Et je me suis dit ce serait un autre animal. Il y aura eu une espèce de levée de bouclier, de pétition. Les poules, non. On s'en fout, parce que on pense que c'est bête, on pense que c'est rien du tout. Et je me suis dit, en fait, personne n'y connaît rien. Mais rien. On ne sait même pas en combien de temps ça venait un poussin, comment ça se passe. Rien. Et je me suis dit, tiens, je vais quand même parler. Vous avez raison. Moi, j'ai eu des poules. J'ai eu 2 poules. C'est beaucoup plus intelligent. Quand on dit bête comme une poule, c'est faux. Non. Non, mais regardez pas comme ça. Je vous regarde avec un... Alors, les Anglais sont beaucoup plus en avance que nous, généralement. Et notamment, j'avais lu un truc, c'est que ils avaient effectivement encagé, privé, comme les poules le sont souvent. Malheureusement, en élevage industriel ou pour la ponte comme ça, une poule qu'on empêchait de battre des ailes et qui était dans un enfermé souffrait. Ils ont mesuré nerveusement sa souffrance. Et quand elle voyait une congénère subir la même chose, elle souffrait le double. Déjà, on se dit, bonjour, la multiplication de souffrances dans un élevage, effectivement, où elles sont toutes ensemble, comme ça, je dirais, en faisant miroir de la souffrance de l'autre. C'est terrifiant. Donc j'ai fait une postface effectivement sur ce livre que j'espère plaisant, agréable à lire tout. Oui, tout à fait. Ça pouvait se faire poser un petit peu de questions sur les animaux animaux qu'on mange, ça serait bien. Oui, ce serait bien. Alors c'est plein de nouvelles. C'est des petites nouvelles à chaque fois avec des animaux différents. Alors moi, celle qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est la petite chienne qui apprend aux panthères, aux tigres, aux léopards de retourner dans la savane. C'est assez étonnant parce que oui, mais moi j'écoute, j'apprends plein de choses. Et c'est des histoires vraies, Didier Pleu. Oui, il y a des collaborations comme ça. Moi, les baleines, ça m'estomac, les baleines qui sauveuses là, oui. Oui, les sauveteuses en mer, les baleines qui bon, c'est sûr qu'elles n'aiment pas beaucoup les orques parce que les orques sont très chasseurs de leurs petits, ces baleines à bosse. Mais pour quelle raison iraient-elles sauver des lions de mer et des phoques alors que c'est pas de leur race et c'est pas des petits, c'est pas forcément l'instinct maternel. C'est une jolie histoire. C'est une femme qui faisait un reportage sur les baleines à bosse
et qui en a vu une. Il y avait son caméraman plus loin. Elle voit une baleine s'approcher vers elle. Elle se dit, tiens, curiosité ou agression. Elle sait pas, elle s'éloigne un peu. Et la baleine revient. Bon. Et la baleine l'a sortie de l'eau. L'a carrément coincée avec sa nageoire et sorti la fille de l'eau. Elle avait fait signe au caméraman, remonte, quelque chose qui va pas. Et quand ils ont vu les images, ils se sont aperçus qu'elle avait derrière elle un requin. Donc à partir de là, on peut penser que la baleine lui a sauvé la vie. Voilà, racontant cette histoire, tiens, on va observer. Et ils se sont aperçus qu'elle faisait ça assez régulièrement. Quand les orques étaient en chasse, ils s'amusent, par exemple, à faire basculer une glace pour faire tomber les phoques et les attaquer. Et les baleines s'interposaient. Et elles allaient même elles ont observé une baleine un jour se mettre sur le dos et se cambrer pour sortir un phoque de l'eau. Pour pas qu'il se fasse bouffer. Pour que les orques le bouffent pas. Donc c'est des choses, quand elles sont observées comme ça, on se dit, il y a quand même des liens d'intelligence, d'empathie, oui, d'entraide comme ça dans la nature qui sont étonnantes. Alors vous justement, Didier Pleu, quand vous entendez tout ce que nous raconte Annie Dupéret, ça vous fait penser à quoi ? Ça m'interpelle, comme on dit maintenant. Non, parce que c'est pas du tout mon domaine, mais moi je connaissais simplement le rapport à certains animaux à travers d'une femme que vous connaissez peut-être qui s'appelait Temple Grandin, qui est une femme autiste américaine qui disait qu'il faudrait peut-être s'intéresser à ce que ressentent les animaux pour comprendre certaines maladies humaines. Donc elle est entrée déjà en disant regardez, on se rend pas compte du ressenti d'un animal. Et quand j'entends ce que vous dites, Annie, moi ça me fascine parce que dans le domaine des émotions, du ressenti, on est tout le temps en train de rationaliser, de penser comme un humain. Et Dieu sait si je défends le rationnel, le cortex et tout, mais je crois qu'il y a tout le cerveau reptilien, émotionnel du ressenti qu'on a construit. Et les animaux ont des leçons à nous donner là-dessus, parce que quelquefois, l'instinct n'est pas simplement pulsionnel et vil. Il peut être aussi un instinct d'empathie et de respect. Didier Pleu, quand on vit assez entouré d'animaux, ce qui est mon cas, et je suppose aussi le vôtre, Annie Dupéret, on voit bien comment ils ressentent nos émotions, mais d'une manière assez extraordinaire, beaucoup mieux finalement qu'un ami ou qui serait là. Enfin, je veux dire. Mieux, je sais pas, mais d'une manière différente en tout cas. Moi, je l'affirme. Je veux dire. Le chien, j'ai peu d'expérience parce que le chien particulièrement. Le chien me convient pas. Voilà. Le chien particulièrement, il sent immédiatement notre colère, notre tristesse, notre joie. C'est quelque chose d'assez étonnant. Ce qui m'étonne le plus, c'est les animaux entre eux. C'est là que j'apprends quelque chose de nouveau. C'est tout l'intérêt du livre. Mon Terre-Neuve, il savait très bien, quand j'étais surmené ou je ne sais quoi, on faisait un gros câlin, j'ai l'impression qu'il était plus psy que moi. Mais c'est le rapport des animaux entre eux. Là, je crois qu'il y a beaucoup à apprendre. Quoi. C'est clair, en tout cas, c'est ce qu'on découvre. Annie Dupéret, quelle est l'histoire qui vous a paru la plus étonnante que vous racontez dans ce livre, Complicité animale ? Il y en a plein, mais c'est vrai que je l'ai déjà raconté. Moi, c'est celle qui me ravit le plus, c'est les éléphants. Quoi. Les éléphants qui sont déplacés, pour repeupler une partie d'une réserve, on déplace un troupeau d'éléphants avec une matriarche assez agressive. Ils réussissent à déplacer cette famille d'éléphants dans des enclos très solides, 3 enclos, etc., pour qu'ils s'habituent à l'endroit. Et en fait, ça se passe très bien. Les éléphants partent, repeuplent cette partie et pendant 1 an, je crois qu'ils les voient pas. Ils savent qu'ils sont là-bas, ils vivent très bien. Et puis, ils font la même chose avec des gazelles pour repeupler la même chose d'une autre partie. Et en attendant de les emmener, ils les enferment dans les mêmes enclos, avec d'énormes ballots de foin, dont ils savent que les éléphants adorent spécialement ce foin-là, puis là, il y en a à foison, puisqu'ils les prennent pour les antilopes. Et un soir, ils voient arriver les éléphants. Tout le monde se planque parce que quand même c'est très gros, très violent, et surtout la matriarche Nana, ils la connaissent, elle n'est pas commode. Donc et ils se disent c'est affreux, ils ont senti le foin, ils vont nous faire le bazar, ils vont bouffer tout ce qu'il y a là, voilà. Ils ont senti l'odeur de loin, puis les voilà. Or ils ont vu avec stupéfaction la matriarche arriver très délicatement avec sa trompe, ouvrir le premier enclos, ouvrir la fermeture du 2e enclos, du 3e enclos. Toutes les antilopes, évidemment, se sont échappées immédiatement. Et comme si les éléphants faisaient un beau bras d'honneur aux humains, ils sont partis sans toucher au foin. Ils ont libéré les... Voilà.
Donc, les côtés, bon. Vous croyez qu'on est pour ça? Nananer, nananer. Moi, ça, en tout cas, c'est l'interprétation. C'est vrai que c'est a priori l'interprétation humaine qu'on fait, mais allez savoir, un éléphant, ça trompe énormément, n'est-ce pas? C'est un rapport de force, c'est un rapport humain. Merci Annie Dupéret en tout cas, et ça s'appelle Complicité animale, c'est aux éditions Cherche Midi, et ça se lit vraiment, je vous l'ai dit, hein, comme des nouvelles, et c'est d'ailleurs des nouvelles, mais vraies, qui se sont réellement passées. Même les lire aux enfants. Merci beaucoup Annie Dupéret.